Les radicules, ce sont les premières racines d'un être végétal. Elles jouent un rôle essentiel car c'est grâce à elles que notre plante pourra s'épanouir et grandir. Animés par nous, les frères Jean-William et Michael Côté. Les idées radicules accueillent les passionnés, les novices, les experts, les sceptiques et les convertis. Pour discuter et faire émerger les enjeux agricoles actuels et futurs du Québec, même les plus ridicules et les plus radicales. Bienvenue à tous pour cet épisode tout spécial du podcast Les idées radicules. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà, dans le fond, voici Mike. Salut! Yes. Et moi-même, Jean-William. On est aujourd'hui avec Pierre-Antoine Gilbert. Salut! On va faire aussi des présentations plus amples tout de suite après. Mais juste pour nous resituer, pour les gens qui, c'est ça, n'étaient pas nécessairement familiers avec le podcast, ben dans le fond, c'est nous, moi et Mike, qui animons le podcast Les idées radicules depuis le début de la saison 1. Fait que pour ceux ou sinon qui nous connaissent, je sais là, que je le répète un peu à chaque épisode, mais aujourd'hui, c'est un événement très spécial, un événement hors de l'ordinaire et j'oserais même dire extraordinaire. Donc, on a reçu la proposition un petit peu folle, de faire un podcast en direct, mais honnêtement, c'est une proposition folle, mais formidable. Fait que aujourd'hui, on n'est pas en studio, on est à l'Expo 2021 de Québec vert à Saint-Hyacinthe. Donc voilà, l'idée a germé et s'est enracinée dans nos esprits foisonnants pour donner naissance à cet événement très particulier. Fait que, comme j'ai mentionné juste un peu avant, on est à Saint-Hyacinthe, c'est l'Expo 2021 de Québec vert. On l'entend, je sais pas si vous l'entendez à la maison, mais ça grouille, il y a des beaux exposants, il y a plein de monde, c'est vraiment un bel événement. Oui, c'est formidable. Fait que, comme j'avais nommé précédemment, on est avec Pierre-Antoine Gilbert, qui est un mordu de la culture en serre, qui est également professeur et coordonnateur du programme d'agriculture au cégep de Victoriaville. Fait que, salut! Salut les gars! Ça va bien, man? Ouais, vraiment, là, ça me fait plaisir d'être ici. Ça m'arrive souvent de contribuer à des trucs, mais là, live de même, avec plein de monde autour, c'est la première fois. Il y a de l'énergie. Il y a une drive, pareil. C'est un beau salon. Ouais. Là. Mais pour vrai, on te remercie encore d'être là, d'être venu généreusement participer avec nous. C'est super apprécié. Fait que je pense qu'on va se faire bien du fun. Toujours un plaisir de partager sa passion. Je pense que c'est ça que vous faites ça avec votre balado, les gars. Là, fait que, justement, parlant de passion, vite fait, peux-tu nous expliquer comment c'est comme né en toi, cette passion-là? T'en es arrivé où pour devenir prof, coordonnateur? Je connais pas ton âge, mais tu me sembles jeune pour avoir un gros poste comme ça. Là. Écoute, je sais pas si coordonnateur, c'est une promotion ou plus la job que les autres veulent pas faire. Puis, moi, j'aime ça le faire. Fait que finalement, bon, mes collègues me font confiance là-dessus. Fait que ça y va. Je suis agronome de formation, maîtrise en biologie végétale. J'étais pas nécessairement destiné au milieu des serres, mais ce que j'aime, c'est les défis agronomiques. Puis là-dessus, je dirais que de venir enseigner à des jeunes mordus, des futurs agriculteurs, agricultrices un peu comme vous autres, dans le domaine des serres, pour moi, ça m'appelait énormément parce que c'est un environnement, comme vous le savez, qui est vraiment, vraiment agréable. Surtout l'hiver, il fait froid. En dedans, on est bien dans la serre. Il y a de la neige dehors. L'été, on s'entend que c'est un peu plus difficile. Fait que quand le prof qui donnait le cours avant a décidé qu'il partait à la retraite, moi, j'ai levé ma main. J'étais pas nécessairement destiné à ça, mais comme n'importe quoi en agronomie, je pense qu'on est capable de relever des défis, puis on se retrousse les manches, puis plus il y a du défi, plus il y en a. Puis le bio, c'est ça qu'on fait à Victo. Fait que pour certaines personnes, le bio en plein sol, en serre, c'est un défi supplémentaire. Pour moi, ça fait juste du sens. Le sol est très résilient. Les racines sont dans une liberté absolue de l'explorer où elles veulent. Fait qu'on sort des beaux plants puis on sort des rendements. Là. C'est cool. Ouais. Vraiment cool. Puis dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, on veut parler de serre. Hein? C'est surtout pour là qu'on est là pour ça. Fait que tout de suite, moi, j'ai envie de commencer avec une question qui me touche, moi, personnellement, beaucoup parce que c'est même un des raisons pourquoi je me suis lancé dans le milieu de l'agriculture. Mais c'est toute la question de l'urgence climatique. Moi, puis là, cette année, on l'a senti particulièrement aussi, qu'on le sent qu'il y a des changements climatiques, on en est témoin. Puis là, moi, c'est ça, on se pose la question à savoir si les serres, dans le fond, ça peut devenir un outil pour nous aider à mieux s'adapter comme ça aux aléas climatiques. Bien, tout à fait, dans le fond, parce que s'il y a un endroit où on est capable de contrôler le climat, c'est bien dans les serres. Ouais. Puis une serre, c'est le nec plus ultra des abris des cultures.
Parce qu'après ça, les grands tunnels, oui, les tunnels chenés, oui, et les mini-tunnels aussi. Puis je pense que c'est des super bons outils qui sont plus abordables peut-être qu'une serre high-tech ou même une serre low-tech. Mais reste que quelqu'un qui est bon dans la gestion climatique, ça va se traduire par des rendements supplémentaires, des kilos au mètre carré supplémentaires. Puis c'est ça qui fait un peu la différence. Puis en agriculture, oui, mais le climat, on l'attend à chaque année de la part des agriculteurs, des agricultrices. C'est vrai, puis on va continuer à devoir faire avec. On va toujours avoir besoin de grandes surfaces quand même pour produire à grande échelle. Là, je pense que ça, c'est un incontournable. Mais au niveau des serres, dépendamment, ça peut être des petites serres en maraîchage biodiversifié, ça peut être des grandes serres aussi là, à ce niveau-là, des fois au niveau commercial. Moi, j'ai de l'ouverture pour tout ça. Ouais. Puis je pense qu'après ça, bon, on en reparle un peu plus tard dans le balado d'aujourd'hui, mais les technologies vont aider, surtout au niveau des coûts de chauffage, puis d'avoir des trucs aussi qui sont super environnementalement friendly. Là, je pense que ça fera la différence. Qui est capable en même temps aussi d'analyser où sont tes dépenses, peut-être énergétiques, tout à fait. Notamment. Tu sais. Tout à fait. Puis de plus entendre le discours que c'est mieux de la tomate du Mexique que de la tomate de serre du Québec. Il y a plein d'enjeux là-dedans aussi ou des nuances à apporter. Puis l'agriculture, vous le savez, pour moi, c'est un modèle de développement durable. Là. Oui. Fait que c'est bon au niveau économique, c'est bon au niveau environnemental, c'est bon au niveau sociétal. Ça envoie du monde vivre dans des régions ou même en ville avec l'agriculture urbaine là, qui est en pleine effervescence. Oui. Fait que c'est ça. Fait que les serres, c'est un incontournable. Dans le temps, il y en avait moins sur les fermes. Puis à cette heure, quand on se promène dans les campagnes puis qu'on croise une ferme bio sur un rang, c'est assez évident. C'est ça. Ouais, c'est ça. On le remarque. Là. Comme on a eu la chance un moment donné de se parler un peu précédemment avant le début du podcast, puis tu m'avais dit une donnée qui est quand même frappante. Quand tu parlais que justement une serre pouvait occuper environ quoi? 5 de la superficie d'une entreprise, là, en termes de mètres carrés ou d'hectares, peu importe, là, mais générer peut-être 20 des revenus de cette entreprise-là. Non, ça, ça, c'est mon côté comptable, là, bobrun un peu. Là. Je sais que tout le monde s'intéresse au pouce vert, mais à un moment donné, il faut que tu fasses parler tes chiffres aussi. Puis il faut que ça soit viable, ton entreprise aussi. Fait que veux pas, faut être conscient de ces choses-là. Fait que la serre, à quelque part, on est capable de générer beaucoup de dollars par mètre carré. Puis si on lui donne les soins et l'attention qu'elle nécessite, qu'elle a besoin, bien, les cultures vont nous rapporter en bout de ligne. C'est ça. Mais l'été, vous le savez, au mois de juillet, s'il y a canicule, s'il fait 32 dehors, dans la serre, il fait 36. Fait que c'est tough. Lève-toi de bonne heure le matin, va travailler tôt, essaie de finir le plus tôt possible en avant-midi. Oui, j'ai connu ça. Bon, c'est ça. Se lever à 5, commencer à 5h30, on veut commencer le plus tôt possible, c'est sûr. Sinon, tu vas fou, là. Ben oui, ça fait chaud, là. Il fait chaud longtemps. Ouais, c'est ça. En lavette, en train de drageonner des tomates. Ah là là. Mais justement, c'est ça. Je pense que on le réalise, là, puis tu nous en parles, puis ça fait tellement de sens. On a besoin de cet outil-là là, pour être plus performant. Puis on s'en est rendu compte l'hiver passé, le gouvernement s'en est rendu compte, le monsieur Legault avec son ministre Lamontagne, ils ont fait des annonces. Ils veulent, je pense, multiplier par 5 ou presque là, la superficie de serre. Ils ont parlé aussi de grosses subventions pour accoter ça, du 50% pour remboursement de 50% des investissements en serre, 60% c'était dans le biologique. Puis des taux préférentiels aussi avec Hydro-Québec. Oui, aussi. Puis, moi, justement, ça m'amène un peu à ma question. Tu l'as bien abordé, Mike. Dans le fond, moi, je me dis qu'avec le gouvernement qui est prêt à investir autant, pour vrai, c'est super, c'est cool. Est-ce que, par contre, il y a justement des dangers de s'égarer, surtout, mettons, je pense tout de suite là, avec les taux préférentiels d'Hydro-Québec, de se dire, bon, ben OK, je paye moins cher mon hydro, ben là, même à moins 20 l'hiver, moi, je fais pousser là, tout ce qui me tente. Même que, écoute, je suis même capable de faire pousser des ananas. Check ça, man. Ouais. Il y a tellement d'affaires là-dedans, c'est génial. Mais tu sais, pour revenir ces subventions, pour vrai, écoute, on est à une époque où toutes les as sont alignés. C'est un buffet de subventions. Parce que c'est cool parce qu'il y en a autant pour les gros joueurs que pour les fermes familiales à petite échelle aussi. Fait que ça, c'est un des aspects qui est vraiment génial. Au niveau de l'énergie aussi, c'est arrivé. Là, vous parliez d'Hydro-Québec, ça, c'en a un autre bon exemple. C'est un autre défi, des fois, peut-être quand on est en campagne éloignée. Est-ce que le bon courant, le fameux courant triphasé, se rend? Ça va faire partie des enjeux, mais il y a quand même des belles alternatives à cette heure au niveau du chauffage que du mazout ou même pire que ça avant, les huiles usées, là, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, il suffit de prendre le temps de remplir ces demandes de subventions-là parce qu'elles existent à cette heure, elles n'existaient pas avant. Fait que là, le timing est bon. Le Québec, ça a été la 3e province en importance en termes de superficie en serre. C'est l'Ontario qui drive là, avec à peu près 1100 hectares. Le BC, quand j'arrondis, il en a 300. Nous, on en a 150. Fait que le Québec aimerait ça peut-être doubler.
l'expertise est là. On est entouré de plein de gens qui ont de l'expertise. Je pense qu'au kiosque où on est présentement, le Maximus, c'en est un exemple. Je pense à mes chums de Climax Conseil qui le font aussi. Je pense aux établissements d'enseignement qui l'enseignent. Fait que c'est pas ce manque-là, finalement. Il y a peut-être eu quelques ratés dans le passé au niveau de faillites d'entreprises qui ont miné un peu la confiance de certains investisseurs. Là, ça, c'est peut-être plus à grande échelle. Mais à petite échelle, sur une ferme maraîchère, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'en passer de ça. Après, si tu veux faire pousser des ananas, des bananes, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a le pouce vert, il fait ce qu'il veut. Il va être capable. Il va être capable. Sûr. Mais à 69 cents la livre à l'épicerie, tu sais, il faut que tu la cotes, là. Fait que il y a cette réalité-là aussi qui est pas... qui est à prendre plutôt en ligne de compte, puis ça, faut pas s'en cacher, là, tu sais. Fait que faites des trucs qui font du sens pour vous. Faites des trucs, à la limite, que si vous êtes en entreprise, ben, tu sais, il faut que ça vous rapporte, que ça soit viable. Tu peux vendre pour 200 000 $ de tomates par année si tu es capable, puis ça se peut que ça t'en coûte 190 000 à produire. Là, ça marche pas. Fait que pour tout le temps que tu vas avoir mis, tu vas virer fou. Fait que... Mais on le sait, on a des gros joueurs quand même au Québec qui font ça, de la tomate à l'année. Ouais. On peut penser que ça doit être un super énergivore, mais il y a quand même des améliorations qui sont faites pour, je pense, être capable de sauver énergie et coûts. Ouais. T'en connais-tu un peu à ce niveau-là? Y a-tu des alternatives? Ben, le chauffage, ça peut représenter, disons, 30 % de ta facture. Là. 30 %. C'est énorme. Là, dans le fond, en fait, là, souvent, on fait une tarte là, qu'on divise en 3, puis 30 % c'est le chauffage, 30 % c'est la main-d'œuvre, l'autre 30 % c'est tout ce qui reste au niveau des intrants. Okay. Si tu es capable de maintenir un coût plus bas au niveau du chauffage, bien, nécessairement, ça va se traduire par un revenu net dans tes poches supplémentaires. Ça, les gros joueurs, c'est sûr qu'ils le comprennent parce que leur budget est loin de celui d'une ferme maraîchère diversifiée. Fait qu'il y a eu des initiatives, même dans d'autres cultures comme le concombre, où ils ont déjà des grandes superficies et qui veulent augmenter encore. Mais il y a une compagnie, elle s'est collée sur une usine de pâte et papier. Elle va aller chercher leur rejet d'eau chaude qui, normalement, serait perdu pour venir chauffer une partie des installations de cette façon-là puis de réduire leur coût de chauffage. Il y a du CO2 qui émettent, mais on le prend, ce CO2-là, parce qu'on sait que c'est essentiel à la photosynthèse avec la lumière. On le rentre dans la serre. Fait que le déchet d'un devient finalement la richesse ou le produit de l'autre. Ça, j'adore. Même dans des sites d'enfouissement où il y a des émissions de biogaz. On va essayer de trouver finalement des sources d'énergie diversifiées. Ça, pour moi, ça fait partie des technologies de l'avenir, que peut-être mon imagination est limitée pour savoir tout ce qui s'en vient à ce niveau-là. Mais pour vrai, ça va aider beaucoup à justifier les détracteurs qui disent justement qu'on n'est pas si écologique que ça quand on fait de la serre. Bien, si on est capable d'avoir une empreinte carbone qui est moins grande, puis on est capable de le faire avec le génie humain, là, on est capable de le faire. Fait que ça fait partie des solutions. Moi, je trouve ça vraiment inspirant. Puis je trouve qu'en plus, ça vient rechercher un peu, tu sais, tout en ce moment, il y a tellement de... Comme tu disais, l'espèce d'impression que là, automatiquement, une serre, c'est de la consommation énergétique de plus, c'est des intrants de plus parce qu'il faut venir complémenter, tu sais, vu que tout ça reste à un même endroit, il y a moins de rotation. Fait que, effectivement, moi, je pense que c'est sûr là, que c'est l'avenir, puis d'incorporer l'économie circulaire là-dedans. Oui, tout à fait. Puis là, il y a aussi, tu sais, là, c'est ça, on parle de faire pousser des trucs qui sont demandants l'hiver, mais de ce que je vois, il y a aussi des alternatives qui s'en viennent des maraîchers qui arrivent avec des projets innovants de faire des cultures en serre, mais qui ne demandent pas tant de chauffage, dans le fond. Ouais. C'est quoi l'avenir de ça pour toi? En fait, tout est à écrire à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment cool parce que c'est vrai que des serres minimalement chauffées ou peu chauffées, ça va être des récoltes qui ne te coûteront pas cher à sortir. En autant que tu aies un marché captif à l'autre bout. Pour la tomate, déjà, je pense que les maraîchères diversifiés avaient un calendrier de culture qui tenait la route, là, qui était adapté ou ce que tu essaies d'éviter décembre, janvier, février. Parce que là, sinon, tu te tires dans le pied. Puis là, je vais me confier à tous les auditeurs qui vous écoutent, là, mais moi, j'enseigne dans une école où on a un calendrier scolaire, fait que début décembre, c'est là qu'on met nos pieds de tomates en terre. C'est la pire luminosité. Il n'y en a presque plus de lumière. Les froids s'en viennent, mais le cours de serre, il se donne l'hiver. Fait que, je veux avoir des plans matures quand mes élèves rentrent en classe, en laboratoire, pour qu'on puisse travailler sur des plans, que ça soit le fun. Là, fait que, mais ça, c'est un contexte scolaire. Fait que j'arrête ma parenthèse. Mais normalement, on va parler de février à novembre pour de la tomate. Mais là, il y en a peut-être que quand ils se mettent à faire des analyses technico-économiques, donc la performance monétaire que je parlais tantôt, je m'excuse, je parle souvent de chiffres, mais il faut faire... C'est important. Il faut les faire parler, les chiffres. Fait que peut-être que tu vas arrêter ta production en octobre, puis qu'après ça, tu vas implanter des cultures qui, elles, sont très, très, très résistantes aux températures plus fraîches. Que là, tranquillement, à l'automne, eux autres, elles vont pousser, puis toi, tu vas les récolter plus tard, soit à l'automne, ou rapidement au printemps, ou même, pourquoi pas, à l'hiver. Fait que ça, l'histoire, dans le fond, en ce moment, est en train de s'écrire par les agriculteurs, les agricultrices qui mettent ça en place.
Puis bon, à Victo, on a 2 centres de recherche, dont le CETAB+, qui est le centre d'expertise et de transfert en agriculture bio que vous avez l'air de connaître. Là. Bon. C'est cool. C'est beau, il y a des beaux trucs qui sortent de là. Oui, de la recherche. Puis ils ont une vitrine techno en ce moment, justement, sur le sujet, en collaboration avec des producteurs, des productrices, parce que veux pas, quand tu es sur ton entreprise, faire de la recherche, ça peut être quelque chose de demandant, mais quand tu es une boîte de recherche, c'est ça ton core business. Fait que là, tu es peut-être capable justement de mettre plus de traitements différents puis de tester plusieurs choses. Là. Fait que ça s'en vient. J'ai vraiment hâte de voir tous les rapports et les données qui vont sortir là-dessus. Ça fait plaisir à entendre parce que là, tu sais, j'en glisse en même temps, là, je leur fais un peu de pub, mais tu sais, il y a Jean-Martin Fortier et Catherine Sylvestre qui viennent de sortir leur livre par rapport à ce sujet-là, culture hivernale. Fait que là, savoir qu'en plus, vous êtes de la partie. Moi, en tout cas, ça me fait vriller. J'ai des petits papillons juste à y penser. On a comme un nouvel avenir là, qu'on voyait pas nécessairement avant qui, pour moi, me fait beaucoup de sens. Ben, tout le monde est de la partie. Dans le maraîchage bio au Québec, c'est un petit monde là, quand même. On finit tous un peu par se connaître. Là, fait qu'un document, un handbook ou une référence de plus, moi, je le mets dans le plan de cours, là, dans ma bibliographie. Là, fait que on le consultera avec les élèves par la suite. Mais c'est qu'à un moment donné, tu as besoin de données agronomiques quand même. S'il faut que tu ajustes tes densités de plantation, bien là, c'est ça que toi, tu le testes par toi-même, mais si jamais quelqu'un le fait, tu essaies là à ta place. Ça va te sauver les erreurs, puis les coûts aussi associés. C'est ça, elle va aller plus vite. C'est ça la force d'un réseau aussi, parce que tu peux l'échanger, cette information-là, avec d'autres collègues qui sont dans le métier. Mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, quand c'est des écrits, moi, c'est pas tout mon cerveau qui retient les données par cœur. Fait que quand je dois jouer sur des consignes, non. Puis à cette heure qu'Internet est encore plus lâche. Là. C'est qu'à cette heure, quand des fois, je veux valider une donnée, il faut juste aller la bonne référence. C'est le fameux « faites vos recherches », faites des bonnes recherches. C'est ça. Nice. Puis justement, là, on parlait de CETAB, tu parlais de leur vitrine technologique, tout ça, tantôt. Tu parlais aussi un peu plus, je pense, au niveau des stratégies sur comment gérer, comme tu parlais des plants de tomates, tout ça. Mais en tant que tel, moins au niveau des stratégies, mais au niveau vraiment des technologies utilisées, vous, là, quand là, vous faites vos greffons, tout ça, puis que c'est pendant le pire moment de l'hiver. Comment votre serre est adaptée pour dealer avec ça? Là, tu parles-tu des serres de l'INAB? OK. Ben, tu sais, nous, on est chanceux, on a vraiment des serres high-tech, là. Fait que c'est pas, comme je disais tantôt, notre calendrier n'est pas à reproduire. Notre modèle de serre aussi, il est un peu, énorme, spécifique par rapport à ce que quelqu'un va se payer. Mais souvent, le gag que je fais, c'est si tu apprends à conduire puis tu t'en vas dans une école de conduite, bien là, des fois, ils te prêtent des voitures à 30 000 $ pour apprendre à conduire. Puis toi, c'est ça que tu apprends à conduire finalement, mais quand tu vas avoir ton permis, tu vas t'acheter une voiture que tu as les moyens de te payer. Fait que tu vas te payer une serre bien pas ordinaire, excusez-moi, mais une serre normale, à la portée de tes moyens, une serre individuelle, pas un complexe de serre jumelé, qui va quand même te coûter un 30 000 juste au niveau de l'infrastructure, sans compter tout le reste. Mais ce que tu as appris, c'est à conduire une culture. Fait que, tu sais, tu as appris à lire les plans, tu as appris à prendre des données, tu sais. Fait que tout ça, c'est important. Je mets combien d'eau par jour? C'est quoi la fréquence? Un plan, ça boit combien d'eau, etc. C'est quoi les tâches hebdomadaires que je dois faire là-dessus aussi, tu sais. Fait que c'est tout ça qu'à un moment donné, quand on met en perspective, ça, c'est le volet, tu sais, pour moi, qui est plus pouce vert. OK? Je suis capable de la faire pousser dans le bon sens, la plante. Il faut que tu sois organisé, il faut que tu sois structuré, ça, c'est la base. Une bonne densité de plantation, que tu saches où tu veux amener ta culture. Puis après ça, les technologies, là, ils viennent te renforcer. Ou ta courbe, tu sais, justement, de rendement, les gros steps que tu avais à prendre juste en faisant les bonnes choses de la bonne façon, bien là, on l'atteint. Après ça, rentre le contrôle climatique là-dedans. Alors, regarde tes graphiques à tous les jours. Sors des histogrammes aussi. Va voir c'est quoi tes données, c'est quoi tes températures mines, tes températures max, tes températures 24 heures. Puis essaie de geeker un peu là-dessus. Puis ça, si tu es capable après ça d'avoir un bon contrôle climatique, peut-être que sur une année, tu vas sortir un 5 kg par mètre carré supplémentaire. C'est ça. Puis dans une serre de 300 mètres carrés, on parle quasiment de 10 000 $ dans les poches. Ah oui. C'est pas rien, ça. Non. Ben non, il faut, c'est ça a bien réfléchi. Ça peut vraiment être un outil aussi, c'est ça, pour optimiser le rendement. Puis non seulement ça, j'imagine, aussi à certains égards, comme je pourrais dire, avoir une autonomie aussi de plus. C'est là, moins peut-être à l'INAB, parce que, comme tu disais, là, c'est des élèves en situation d'apprentissage, mais pour le maraîcher traditionnel ou dans le bio, dans le fond, lui, j'imagine que c'est ça. Ça devient aussi un outil d'indépendance. Puis je sais pas si tu pourrais m'en parler aussi un peu de ça. Peut-être que tu as déjà eu des retours même d'élèves là, qui ont bâti leur serre, puis ça vient de te parler. Souvent. Ben moi, ça, c'est ma deuxième paye. Là, c'est du bonbon. On garde contact, le fameux réseau. Là, le monde t'écrit, valide des trucs. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec eux.
Ça fait plaisir de voir aussi c'est quoi leur niveau de performance. Après ça, les objectifs puis les défis qu'ils veulent relever ou les objectifs à atteindre pour l'année d'après. Puis là, c'est en réglant après ça des petits morceaux par petits morceaux, un paramètre à la fois, qui vont être capables d'aller chercher le rendement supplémentaire. Bon, ça peut être mon rôle comme ancien prof. Souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est aller chercher du service conseil. Climax Conseil, là, la gang, c'est vraiment des pros, puis ça fait toute la différence du monde. Avec eux, on échange beaucoup. Même moi, j'en prends du service conseil à l'INAB. J'ai besoin de quelqu'un qui voit autre chose dans sa semaine, qui a un pas de recul sur moi, qui voit juste mes plants de tomates, mes concombres, mes aubergines, mes poivrons aussi. Mais tu sais, d'avoir, c'est ça, un autre regard. Puis la fameuse phrase qui répète tout le temps la gang de Climax Conseil, c'est « ce qu'on ne mesure pas, on ne le sait pas ». Fait qu'il faut que tu sois capable de gérer de la donnée, il faut que tu sois capable de gérer ces datas-là, puis d'être capable, en bout de ligne, en fonction de tes rendements, voir si ces objectifs-là sont atteints. Fait que si quelqu'un dit « Ah, ça n'a pas été une bonne année », mais ouais, OK, mais pourquoi? Puis c'est quoi ton rendement, tu sais? Fait que ça, c'est les premiers trucs qu'on va jaser rapidement là, quand on jase avec des anciens élèves ou avec des amis agriculteurs, agricultrices. Là, fait que ça, c'est important pour moi, mais c'est vraiment cool de voir après ça ces fermes-là à cette heure qui existent un peu partout au Québec. Il y en a plein là, en région, à droite, à gauche, là, qui ont parti des super belles entreprises. La vague est là, puis la vague, pour moi, ça devient comme un tsunami. Là, elle continue à monter, là, ça prend de l'ampleur encore. Là. Ben oui, parce qu'en plus, c'est même plus... tu sais, là, on parle de production maraîchère, tu sais, de métier, mais il y en a plus qui s'en viennent en vague. Plus c'est tout l'aspect de personnes qui font ça chez eux. Tu sais, le jardinier de la maison qui se met de la partie aussi. Puis là, ça devient intéressant. Est-ce que pour eux, la serre peut être quelque chose aussi à penser? Oui, puis tu sais, en fait, là, tu rentres dans un monde aussi qui peut être complètement éclaté en termes de structure de serre. Parce que tu peux faire des trucs super champêtres, tu sais, vraiment chic là, dans ta cour, là, avec tes 2 chaises Adirondack, ton verre de vin blanc, là, tu sais, puis... le rendement, là, est plus aussi important plus que le style de vie, l'espace, puis comment tu veux l'habiter. C'est autre chose quand tu jardines. Si tu geeks jardinage, puis tu vas avoir des bons résultats, par contre, ça, c'est autre chose. Puis c'est une belle fierté d'atteindre un certain niveau de pourcentage d'autosuffisance. Mais la souveraineté alimentaire, pour moi, elle passe par un paquet de solutions, pas juste une solution. C'est pas vrai que demain matin, tout le monde va arrêter d'aller à l'épicerie, surtout quand ils ont des rythmes de vie effrénés. Fait que, comment nous, on est capable de se rendre jusqu'à ces gens-là, ou nous, si on est capable même de les amener chez nous, sur les fermiers de famille et les paniers, entre autres. Ça fait partie des défis aussi. Mais si les gens par eux-mêmes décident de faire des potagers, bien, c'est un super gain à tous les niveaux. D'abord et avant tout pour eux, mais aussi pour la conscience de ce que c'est ce métier-là, d'être maraîcher, maraîchère. C'est tough. D'être capable d'apprécier après ça la valeur d'un fermier qui travaille dur puis qui arrive à produire des beaux légumes. Exact. Tout ça, si tu manges des brocolis en fleurs là, de ton jardin, c'est parce que tu comprends pas tous les besoins finalement du brocoli. Puis là, tu vas apprécier le brocoli qui a la tête grosse comme ta tête. C'est ça. Nice. Ben, cool. C'est cool. Puis justement, moi, ça me fait penser un peu au fait que je me disais, là, on a parlé un peu plus des serres à usage domestique. J'aimerais ça qu'on revienne encore vers le maraîcher parce que, comme tu disais, tes élèves aussi qui viennent te voir, là, des fois, ils doivent avoir un peu un clash, là, comme je pourrais dire en bon français, parce que, mettons, ils arrivent pour se bâtir leur serre qui est avec des moyens un peu plus limités. Puis je me dis, est-ce que par contre, ça vaut la peine justement de débourser peut-être un petit peu plus quand tu construis ta serre, mais d'aller viser par différentes technologies un petit peu plus sophistiquées un rendement qui va être plus élevé, tu sais? Moi, je pense que ça n'a pas le choix. C'est vrai que si tu regardes juste la dépense de l'année 1, ça fait peur. Tu sais, le contrôleur climatique, c'est un must, tu n'as pas le choix d'avoir ça. Si tu fais juste penser irrigation, si tu finis d'arroser ta serre de 30% par canicule, ben, tu recommences après parce que les premiers plants que tu avais arrosés, eux autres, l'eau est déjà transpirée par les feuilles ou si tu n'as pas de paillis, elle va être en plus évaporée par le sol. Fait que, tu sais, ça devient comme complètement débile parce que tu deviens à la merci finalement de tes cultures. Tu mets pas de moteur pour ouvrir ta ventilation, tes roll-up ou ton toit ouvrant. Bien là, t'es au marché, midi, canicule, puis là, tu te dis « Ah merde, tu sais, c'est après cramer. » Puis pour vrai, c'est ça. Puis t'es loin à 1 heure de route, mettons, de ta ferme. Pour vrai, c'était en train de cramer, là. Ou à l'inverse, dans le temps qu'il y a encore des risques de gel. Tu sais, pour moi, c'est de la qualité de vie, ça. Fait que, tu sais, on parle souvent de rendement. Le rendement peut se traduire, oui, par des dollars par mètre carré, comme je disais tantôt, mais ça se traduit aussi par de la qualité de vie puis du temps, finalement, à faire des opérations autres
que des opérations bébêtes que finalement de la technologie peut régler à ta place. Ouais. Ça, c'est cool. Le volet techno, pour moi, là, c'est cool, c'est un must, c'est un no-brainer, get it. Là, Ah ouais, that's it. surtout qu'il est subventionné. Là. Oui, c'est ça T'sais, en ce moment. Ouais. Mais c'est sûr qu'on rêve d'avoir une serre quand même assez super high-tech dès la première année. Là, les subventions sont là. Fait que, ça va absorber une partie de ces coûts-là. Es-tu capable de mettre des moustiquaires en plus? Si tu peux, fais-le. Es-tu capable de mettre des toits ouvrants en plus? L'autre fois, j'ai vu une serre roll-up, toit ouvrant sur une serre individuelle. Ah ouais. Écoute, là, elle était dans les fleurs coupées, puis elle était capable de garder des températures hyper basses, là, finalement. Là. C'est ça, parce que ça, c'est le toit ouvrant, c'est plus pour l'été, genre. Ouais. Quand tu veux, tu veux laisser quand ça. tu veux C'est plus descendre cher. ta température. OK, C'est plus cher là, sur ta structure aussi. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, je reviens sur le fait que ça te prend ces technologies-là. Ouais. Les technos, c'est un des morceaux qu'il faut que tu apprennes à dealer avec, il faut que tu apprennes à faire parler les données, comme je disais. Par contre, ça, c'est important de jamais oublier que ça prend de l'humain. Puis l'humain, ça, c'est votre feeling, c'est vos yeux, c'est vos 5 sens. L'expertise aussi. Puis... Tout ça. T'es-tu capable de lire les plans? T'sais? Puis les 5 sens, c'est souvent l'exemple que je donne. Une serre, c'est supposé être quand même bruyant. Il y a des trucs qui tournent, il y a des ventilateurs qui tournent, il y a des straps qui virent. Une serre silencieuse, pour moi, en partant, ça va mal. Ça va mal. Il y a quelque chose qui cloche. Là, tes yeux, après, le monde, des fois, me parle de caméra, mais il y a des subtilités là, dans l'œil qu'une caméra te montrera peut-être pas à l'écran. Après ça, bon, au niveau du toucher, mettons que tu es en plein sol, faut pas que tu aies le toucher timide, là, à juste tapoter un peu le sol, voir le niveau d'humidité. Là. Tu te rentres les doigts, puis tu presses ta motte. Là, ça me coule-tu entre les doigts? Si tu es trop humide, il faut que tu le saches. L'odeur, s'il y a trop d'eau puis que tu as mis certains engrais, ça va sentir l'ammoniac. Fait que ça, c'est pas bon signe non plus. Puis au goût, évidemment, une tomate qui est pâteuse, que toi, tu n'aimes pas, ton client, il l'aimera pas plus. Là, fait que il y a tout ça. Là, pour moi, le feeling, combiné à des technos, ça donne des bons résultats. Mais pas de feeling, juste des technos, je pense que t'es limité quand même. Juste du feeling, là, tu viens à la merci finalement de ton truc, mais il faut que tu te donnes de la qualité de vie à un moment donné. C'est ça. Là, on voit la techno au service de l'humain, mais c'est pas non plus une machine qui va... Indépendante, qui va faire une partie du travail seul. C'est toi qui es derrière. Il faut que tu ailles checker les données. Il faut que tu aies un engagement à faire, en fait. On n'est pas rendu avec l'intelligence artificielle. Fait que dans le fond, c'est un peu comme un téléphone intelligent. Il n'est pas intelligent. Il a besoin de quelqu'un pour le manœuvrer. C'est ça. C'est toi qui rentre les paramètres là, dans le système, dans ton contrôle climatique, au même titre que c'est toi qui analyse c'est quoi la performance, c'est quoi les températures. Puis ça, en bout de ligne, ça se traduit par du rendement ou pas de rendement. Tu veux du rendement. Des feuilles de tomates, là, ça se vend pas. De la tomate, ça se vend. Fait que ça te prend des plants équilibrés, tu n'as pas le choix. Là. Mais je trouve ça vraiment intéressant aussi, puis j'aime ça aussi, l'approche de comment tu le définis, nuancé, où au final, c'est vraiment une interaction, puis que l'un et l'autre se complètent. Oui, tout à fait. Ça, je trouve ça cool. Puis j'aimerais ça aussi quand même revenir parce qu'on a parlé des gouvernements qui investissent beaucoup pour la construction des serres, qui aident à amortir une partie des coûts pour la technologie. Mais en ce moment, on le sait, sans nécessairement les nommer, il y a 2 gros contractants pour qu'est-ce qui est de la construction des serres en tant que telle. Puis, dans la plupart des cas, si, admettons, tu veux faire construire ta serre et tu es sur un temps limité, écoute, attache ta tuque avec de la broche là, parce que ça va prendre longtemps. Oui, tout à fait. Comment on pourrait arriver, selon toi, à endiguer la situation? Est-ce qu'admettons, ça serait juste d'avoir des contractants indépendants qui arrivent à prendre des contrats? Comment on pourrait faire ça? Écoute, ta question est excellente parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu cherches l'entonnoir là-dedans. C'est quoi le fameux élément limitant là, quand on parle de la fertilisation puis de l'azote? Là, l'élément limitant là-dedans, tu l'as bien dit, c'est qu'on a 2 constructeurs au Québec. Quand tu es un maraîcher diversifié de petite surface, tu n'as pas le luxe de te commander, mettons, une équipe qui arrive de Hollande avec des containers de serre qui viennent de Hollande, parce que les gros producteurs, eux autres, souvent, peut-être c'est ça qu'ils vont faire. Ou se tourner vers l'Ontario ou, à la limite, là, la compétition ou l'offre, plutôt, est plus grande et plus élevée. Fait que c'est vrai qu'il pourrait y avoir des opportunités d'affaires, peut-être, pour des gens, des jeunes qui décideraient de se lancer un peu là-dedans. Il y en a beaucoup qui le font par eux-mêmes, de monter une serre. T'as-tu le temps? T'as-tu les capacités? C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Je pense qu'en général, ça fait des super belles corvées sur les entreprises que je connais, où ils callent leurs amis, ils callent leur famille.
C'est sûr, si dans ton réseau, à toi, tu as plein de monde qui travaille dans la construction, Ça va aider. ça va aider. Là. Un papa frigoriste, un frère électricien, tu viens de régler un paquet de soucis que c'est pas ton domaine, parce que l'agriculture, c'est vraiment le métier le plus complet puis le plus complexe aussi à la fois. Là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas la réponse à ta question. Pour moi, c'est une prise de conscience pareille comme celle que tu nous apportes. Là. Cool. J'espère que les carnets de commandes, parce que là, ils doivent être vraiment pleins. Là. C'est sûr. J'espère juste que les échéanciers tiennent la route, puis que ça va être justement au service des agriculteurs, des agricultrices. Si monsieur, madame, tout le monde, on en parlait tantôt, là, veulent avoir leur serre chez eux, puis ils vont vers les mêmes fabricants. Bonne chance. C'est ça. Au pire, faites comme Jean-Martin suggère. Un petit abri tempo, une colle de plastique claire, puis ça y est, on est parti. Là. Yes. Ben, that's it. Mais en tout cas, ça peut être un bon message aux gens qui nous écoutent. Si jamais vous voulez vous starter une compagnie, une petite business, let's go. Et la construction de serre, là, ça va être un must pour les années à suivre. Ouais, fait que, écoute, c'est un peu tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Déjà, hein, ça a passé vite. Ça a passé bien trop vite. C'était le fun, merci. J'entendais qu'on était en mode sprint, là. On voulait en avoir le plus possible en un peu de temps, mais vraiment généreux. Super le fun d'avoir partagé ce moment-là avec toi, des super connaissances que tu nous as apportées. Fait que merci PA, c'était trippant. Merci à tous nos éditeurs là, qui étaient là. Puis n'hésitez pas, hein, cet épisode-là, c'est un épisode bonus, il va être enregistré. Vous allez pouvoir le réécouter. Yes. Toujours accessible. Oui, fait que vous allez pouvoir retrouver tous les épisodes de l'émission Les Idées Radicales sur la page Facebook d'Élevage et Culture. Juste avant qu'on conclue tout ça, je voulais dire, on est un peu plus limité dans le temps. Là, on a passé vite à poser des questions. On voulait souligner le podcast que tu fais, dans le fond. Ah, merci. Une chance qu'on s'aime. Ouais. Moi, Mike, je sais aussi qu'il l'a écouté énormément tout l'été. Moi, je l'ai écouté énormément tout l'été. Je trouve ça super le fun. C'est ludique, c'est éducatif, c'est cool. Ta présence aussi tout le temps nuancée de professeur qui est là et qui donne des bons conseils. C'est tout le temps le fun aussi. Je trouve que ça calibre bien, justement. Ben, c'est pour les jardiniers amateurs un peu. Puis mes anciens élèves, c'est un cours de biologie végétale aussi. Ils trouvent que ça fait un rappel. Fait que ça, j'en ai même pas parlé à mes élèves cette année que je faisais ça, mais leur réponse à leur examen final qui s'en vient sont dans le balado. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Mais c'est pas high-tech comme le balado sur lequel vous m'invitez. Pour vrai, votre équipe est exceptionnelle. J'ai rarement vu des équipements comme ça pour un balado. Fait que c'est ça à coche. Puis tu sais, du bon son, ça fait la différence. Mais après, c'est l'énergie, l'effort qu'on y met, puis l'animation, ça fait la différence. Fait que une chance qu'on s'aime, on a eu bien du fun à faire ça. Yes. Ben, moi, j'ai bien du fun à l'écouter aussi. Là, j'ai pas de formation agricole. Je me suis lancé dans le domaine sans rien. Fait que moi, c'est le fun. Là, j'ai des concepts, des théories que tu m'apportes. Puis quand tu poses des questions d'examen, moi, j'essaie vraiment d'y répondre. Puis j'attends ta réponse toujours. Right. C'est pas pire. Quand t'es prêt, je te le fais passer. Là. All right, let's go. Ben, un énorme merci encore, PA. Ouais, merci, les gars. Puis, c'est ce qui conclut, dans le fond, cet épisode spécial, de l'édition de l'Expo Québec vert 2021. Donc, si vous voulez nous rejoindre, comme je l'avais mentionné précédemment, allez sur la page Facebook d'Élevage et Culture, c'est vraiment important. Puis, vous pouvez nous suivre, dans le fond, pour la saison 2 du podcast qui arrive bientôt au printemps 2022. Fait que tous nos épisodes vont être disponibles sur Spotify, Apple Music, Balado Québec et Google Podcast. N'oubliez pas de partager le contenu, de liker et d'évaluer les épisodes. Ça va vraiment nous aider. C'est ça qui nous aide, dans le fond, à avoir un podcast périn puis à assurer, dans le fond, la survie de ce podcast-là. Fait que si vous aimez ça, là, pour vrai, gâtez-vous. Ça va nous faire du bien aussi. Ouais. Fait que, à la prochaine. Bye bye. Ciao, merci. Yes.